Le plus honnête, le plus franc et le plus délicat des hommes, le plus compatissant, le plus bienfaisant, idolâtre de mes enfants pour le bonheur desquels je me mettrais au feu. Voilà mes vertus. Quant à mes vices, impérieux, colérique, emporté, extrême en tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs qui de la vie n'a eu son pareil, athée jusqu'au fanatisme, en 2 mots me voilà, et encore un coup, ou tuez-moi ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. Voici l'histoire du philosophe, si on peut l'appeler encore comme cela, le plus pervers que le monde ait jamais connu. Aujourd'hui, nous allons parler de Donatien Alphonse François de Sade, plus connu sous le nom de Marquis de Sade. Le marquis est né en 1740 et il appartient à un courant philosophique qui s'appelle les philosophes des Lumières. Il est celui qui en est le plus abouti. Donatien reçoit une éducation assez stricte de la part de ses parents et il est convaincu qu'il appartient à une race supérieure. Dès son enfance, il a tendance à développer une propension pour la cruauté, le despotisme et la colère. Alors qu'il est assez jeune, on lui refuse un mariage avec une personne dont il est fou amoureux. Est-ce l'événement qui va entraîner sa monstrueuse transformation? Personne ne le sait. Il est finalement marié par ses parents à une jeune noble, Renée Pélagie, avec qui il entretiendra une amitié solide et sincère. Ça ne l'empêche absolument pas de fréquenter les maisons closes et d'avoir énormément d'aventures extra-conjugales. Le premier drame, Jeanne Tétart. Le 19 octobre 1763, une jeune ouvrière, accompagnée de son ami, se rend à la police pour y dénoncer les agissements d'un jeune noble de 23 ans. Alors qu'on lui aurait proposé contre quelques louis d'or une aventure avec un jeune inconnu, Jeanne Tétart raconte qu'elle a entrevu le visage du diable. Le soir précédent, elle se rend dans une petite maison à Arcueil dans le but de s'y prostituer. Elle est reçue par un jeune noble très élégant et très courtois qui la reçoit et la fait monter dans une chambre au premier étage. Après avoir fait descendre au rez-de-chaussée le domestique qui les accompagnait, Donatien va fermer la porte à clé. Il va se mettre à questionner Jeanne Tétart sur ses convictions religieuses. Croit-elle dans le Christ? Croit-elle dans la Vierge Marie? Bref, a-t-elle de la religion? Jeanne Tétart, embarrassée par son activité de prostituée, répond néanmoins qu'elle s'efforce de pratiquer autant que possible la religion chrétienne telle qu'elle lui a été transmise par ses parents. À cette réponse, le visage du jeune noble change du tout au tout, et il se met à hurler en vociférant des paroles abjectes. Il éructe qu'il n'existe pas de Dieu, qu'il en a fait l'expérience puisque lui-même s'est déjà masturbé plusieurs fois dans un calice et que lors d'une aventure avec une prostituée, il lui aurait inséré dans le vagin 2 hosties consacrées sans aucune réaction de Dieu. Puis en un instant, le jeune noble redevient parfaitement serein et calme, et il propose avec une voix douce et charmante à Jeanne de l'accompagner dans une chambre mitoyenne à la sienne. Jeanne, encore sous le choc, va énoncer auprès de Donatien le fait qu'elle est enceinte et qu'il serait de bon ton de ne pas trop l'effrayer. Le jeune marquis la rassure, rien de terrifiant ne peut lui arriver. Pourtant, arrivée dans la nouvelle pièce, la jeune femme se rend compte qu'il y a accrochés au mur des fouets et des martinets aux sangles de cordes de cuir et de métal. Au milieu de tous ces instruments assez étonnants, quelques statues de saints, quelques crucifix, quelques images pieuses sont exposées. Donatien, avec un sourire, lui propose alors un marché. Il souhaite qu'elle le fouette avec le martinet aux sangles de métal qu'il aurait préalablement rougi au feu. En échange, elle accepterait de se faire fouetter par lui avec le fouet qu'elle choisirait. Jeanne refuse catégoriquement. Donatien explose à nouveau de rage et saisissant un crucifix, il le jette par terre et se met à le piétiner en hurlant. Puis il se met à se masturber et éjacule sur le crucifix. Une fois son affaire effectuée, Donatien va ordonner à Jeanne d'effectuer la même chose. Jeanne tente de refuser, mais Donatien va sortir un pistolet et son épée et la menacer. L'ouvrière n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Cependant, elle n'accepte que de fouler aux pieds le Christ et de débiter des paroles impies sous la menace. La jeune prostituée occasionnelle ressort traumatisée de cette entrevue. Elle se rend alors avec une amie à la police. Vu que c'est un noble, il faut que cela soit traité par la police du roi. Cette dernière va demander l'arrestation et l'emprisonnement du jeune marquis
pour débauche et profanation. Le marquis est effondré. En prison, il clame son innocence et le fait qu'il est un pauvre pécheur qui a fait des erreurs. Les parents de René Pélagie, les beaux-parents de Donatien, vont intercéder en sa faveur et obtiennent sa libération. Mais le diable, retourné dans sa grotte, ne mettra pas longtemps à se montrer à nouveau. L'affaire de Rose Keller. Sade a 28 ans lorsqu'un nouveau scandale vient salir sa réputation. Une femme nommée Rose Keller se retrouve veuve à l'âge de 36 ans. En raison de son veuvage, elle va devenir très pauvre et se retrouve obligée de mendier sur la place des Victoires. Lors du dimanche de Pâques, au printemps 1768, elle fait la rencontre d'un jeune noble qui lui propose une place de gouvernante lui permettant d'échapper à la misère. Elle accepte avec empressement, pleine de reconnaissance envers ce jeune nobliau charmant et très élégant, et comblée par la prévenance de Dieu qui, le dimanche de Pâques, la sort de la misère. Elle suit donc le jeune noble dans sa maison à Arcueil. Il lui fait visiter l'ensemble de la demeure et puis, arrivé dans une chambre, se jette sur elle et l'attache au lit. Rose Keller est terrifiée et se met à hurler, mais Donatien, la bâillonnant d'une main, lui affirme qu'il la tuera si elle continue à hurler. Rose sait très bien que personne ne se souciera de la mort d'une miséreuse. Elle se tait donc et prie pour que l'affaire se finisse vite. Pourtant, Donatien va prendre son temps. Il commence par prendre un fouet et se met à flageller violemment la pauvre Rose. Au bout d'un temps qui lui a paru être une éternité, Sade s'arrête et puis se met à passer de la pommade sur les plaies sanguinolentes de Rose. En passant ce baume sur ses plaies, il lui susurre des paroles réconfortantes à l'oreille. Puis, remontant les manches de sa chemise, il se remet à la flageller tout en se masturbant et finit par jouir sur elle. Pendant tout le long de son calvaire, il oblige Rose à répéter des insultes et des blasphèmes. Une fois qu'il a joui, Sade détache momentanément Rose pour qu'elle se repose un peu. Celle-ci se précipite vers la fenêtre et parvient à s'échapper. Entre ses pleurs de douleur et de désespoir, elle ameute en hurlant l'ensemble du village. La police du roi intervient manu militari et enferme Sade pendant 7 mois dans le château de Saumur. Cependant, la belle famille de Sade obtient à nouveau sa libération, le roi demandant quand même à Donatien d'être assigné à résidence dans sa demeure familiale. Une fois de plus, le diable parvint à s'échapper. L'affaire des petites filles. Sade a maintenant 34 ans. Il est, au dire de tous, fort séduisant. D'une élégance extrême, il a une jolie voix, de nombreux talents et un grand esprit philosophique. Il vit néanmoins assez seul et ne reçoit que peu de monde. Il exprime pourtant au bout d'un moment le besoin qu'il a de nouveaux domestiques. Il va recruter finalement à Lyon et à Vienne un jeune secrétaire et 8 jeunes filles. Très jeunes, trop jeunes. Elles ont entre 12 et 20 ans. Il les recrute aussi jeunes pour, dit-il, qu'elles puissent être réellement formées par ses anciens domestiques. Mais quelques semaines plus tard, la police reçoit beaucoup de signalements de parents dont les enfants auraient été enlevés. Toutes les pistes convergent vers le marquis de Sade. Lorsque la police pénètre chez lui et retrouve les enfants, on se rend compte de la nature des services qu'il demandait à ses domestiques. L'horreur est totale. Les policiers découvrent des lacérations sur le bras des enfants, des organes mutilés, des membranes déchirées parce que trop jeunes pour supporter de tels sévices. Le témoignage des jeunes enfants sur ce qui se passait dans cette demeure retourne l'estomac des policiers qui ne parviennent pas à rester sereins. Des orgies étaient organisées, où se mêlaient la violence, les abus et toutes sortes de déviances dont les principales victimes étaient les domestiques. Le père de l'une des victimes, fou de douleur pour sa fille, pointe un revolver sur Sade et tire. La balle ne fait que l'effleurer, Donatien s'enfuit. Pourtant l'affaire est tellement horrible que cette fois, le roi va agir directement. Louis XVI rédige une lettre de cachet visant à l'arrestation de Donatien. La belle famille de Sade essaye de tout faire pour le sauver et sauver leur réputation. Ils vont même aller jusqu'à brûler l'ensemble des dépositions des victimes. Sade parvient à échapper à la police du roi pendant 4 années, car la bourgeoisie et la haute noblesse sont en train de lâcher Louis XVI. Pourtant, le 27 août 1778, on parvient à l'arrêter et on va l'enfermer à la prison de la Bastille. Il a 38 ans et enfin, le diable est en prison. Les bienfaits de la Révolution.
En 1790, alors que Sade a 50 ans, la Révolution va abolir la validité des lettres de cachet. Sade, méconnaissable, sort de prison. Il est énorme, hideux, la peau huileuse et l'œil pervers. Il va s'investir corps et âme aux côtés de Robespierre pour la Révolution, voyant enfin la philosophie des Lumières triompher. Cependant, Robespierre n'apprécie absolument pas ce lubrique compagnon et va le faire arrêter. Pour autant, la chute de Robespierre le fera à nouveau libérer. Napoléon Bonaparte, qui va prendre le pouvoir peu de temps après, va définitivement régler son cas à Sade. Après avoir lu le livre intitulé Justine, il déclarera « C'est le livre le plus abominable qu'ait enfanté l'imagination la plus dépravée ». Sade est arrêté, mais sa famille plaide pour la maladie mentale. Il est donc installé à l'asile de Charenton. Il va réussir à devenir l'ami du directeur de l'hôpital et parviendra à faire construire un théâtre dans l'hôpital pour y faire jouer ses propres pièces. On n'a pas connaissance d'autres affaires sordides que Sade aurait pu faire. Cependant, les médecins de l'asile déclaraient que Sade n'était pas fou, mais il rendait tout le monde fou. Il meurt finalement en 1814 d'un œdème au poumon. Il a alors 74 ans. Sade est le prince des philosophes des Lumières. Revenir aux lois de la nature, réaliser la violence interne de l'homme, laisser la raison se mettre au service de la volonté, loin des carcans de la morale et de la religion, tout cela, il l'assumait. Oui, là où tous les autres se sont arrêtés en chemin, prétextant un contrat ou un état pour réguler finalement l'humanité, Donatien a choisi d'épouser le démon qui sommeille en l'homme. Le docteur Ramon, médecin à l'hôpital de Charenton, après avoir disséqué et étudié le crâne du marquis de Sade, déclarait « En un mot, si rien ne me faisait deviner dans Sade se promenant gravement, et je dirais presque patriarcalement, l'auteur de Justine ou de Juliette, l'inspection de sa tête me l'eût fait absoudre de l'inculpation de pareilles œuvres. Son crâne était en tout point semblable à celui d'un père de l'Église. Philosophe des Lumières ou philosophe des Ténèbres, pour Sade, pas de différence. S'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, le diable, quant à lui, s'habille toujours en bel ange. Manger à la table du diable est dangereux. Alors si un bel étranger vous fait une offre alléchante, faites 2 pas en arrière, car en fait, vous pourriez très bien être le repas. Je remercie infiniment les tipeurs du mois d'octobre. Vos contreparties sont en train de partir. Il me faudrait vos adresses. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé, soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur TikTok, pour me les communiquer. J'espère que ce petit format vous a plu. Pour Halloween, je me disais, le but c'est de vous faire un petit peu peur. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, même toi là qui est en train de regarder, parce que tu ne sais pas qui je suis, tu te dis mais qui est ce fou furieux. Vas-y, abonne-toi, tu verras, ce sera sympa. Tu vas passer un bon moment, tu vas apprécier. Peut-être pas, mais en fait, ça peut être sympa aussi de s'abonner, c'est très cool. Je vous souhaite un très joyeux Halloween, je vous souhaite une très joyeuse Toussaint le lendemain, je vous souhaite aussi un très joyeux fête des morts, la Dia de los Muertos, et en particulier à toutes les personnes qui sont nées ce jour du 2 novembre, parce que c'est une très très belle date pour naître. Je vous embrasse et puis à bientôt.